Dans la nuit du 23 avril 1927, 400 hommes encagoulés ont réduit en cendres une propriété prospère du comté de Bibb, en Alabama. Ce qu'ils ont découvert dans les décombres 3 jours plus tard a fait basculer 14 familles dans le silence, détruit 3 carrières politiques et provoqué la fermeture définitive d'un claverne entier du Ku Klux Klan. Les archives judiciaires de cette affaire ont été scellées pour 75 ans. Certains témoignages n'ont jamais été rendus publics. Si cette histoire vous intrigue déjà, pensez à vous abonner à cette chaîne. Et surtout, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Votre présence compte pour nous. Mais revenons maintenant à cette nuit d'avril 1927 et aux événements qui l'ont précédé. Le comté de Bibb, en Alabama, était en 1927 une région agricole prospère, située à une 50aine de kilomètres au sud de Birmingham. Les collines ondulantes couvertes de pins longleaf s'étendaient jusqu'à l'horizon, entrecoupées de champs de coton, de maïs et de tabac. La terre rouge et argileuse, fertile et généreuse, avait enrichi les grandes familles de planteurs depuis avant la guerre de sécession. Mais 62 ans après l'abolition de l'esclavage, cette prospérité demeurait inégalement distribuée. La population du comté se divisait presque également entre blancs et noirs, ces derniers travaillant pour la plupart comme métayers sur les terres qu'avaient possédées leurs ancêtres esclaves. Les lois Jim Crow régissaient chaque aspect de la vie quotidienne. Les fontaines, les écoles, les églises, les cimetières même étaient séparés. Un homme noir ne pouvait regarder une femme blanche dans les yeux. Un enfant noir devait céder le trottoir à tout blanc, quel que soit son âge. Dans ce contexte, le Ku Klux Klan connaissait une seconde vie florissante. Après avoir été pratiquement dissous à la fin du XIXe siècle, l'organisation avait ressurgi avec une vigueur renouvelée en 1915. En 1927, elle comptait plusieurs millions de membres à travers tous les États-Unis, mais nulle part sa présence n'était aussi visible, aussi puissante qu'en Alabama. Dans le comté de Bibb, on estimait qu'un homme blanc sur 3 appartenait au clan. Les clavernes locaux organisaient des parades en plein jour, leurs membres marchant en cagoule blanche dans les rues principales des villes. Les élus locaux, les shérifs, les juges, les hommes d'affaires prospères, tous portaient fièrement leurs insignes lors des rassemblements. Le clan n'était pas une organisation secrète de marginaux. C'était le pouvoir établi, respectable, défendant ce qu'il appelait la pureté raciale et l'ordre social. C'est dans ce décor qu'il faut situer la propriété Hutchinson, une ferme de 420 hectares, située à environ 15 km au nord-est de Centreville, le chef-lieu du comté. La propriété s'étendait le long d'une route de terre rouge, bordée de chênes centenaires, drapée de mousse espagnole. Un chemin privé serpentait sur près de 2 km avant d'atteindre la maison principale, une imposante demeure de style néo-grec, construite dans les années 1840. Avec ses colonnes blanches, son large porche et ses volets verts, elle incarnait le rêve sudiste d'avant-guerre. La ferme produisait du coton de qualité supérieure, du maïs, élevait des porcs et des volailles. Elle employait 47 ouvriers agricoles noirs, payés légèrement au-dessus du tarif habituel pour les métayers, ce qui lui valait une réputation de générosité relative dans la région. Les cultures étaient impeccablement entretenues. Les bâtiments, bien que certains dataient d'avant la guerre, étaient en excellent état. Un observateur attentif aurait noté que cette prospérité surpassait celle de nombreuses propriétés appartenant aux familles blanches les plus anciennes du comté. Le propriétaire officiel, un certain Nathaniel Hutchinson, était un homme discret. Les registres du comté indiquaient qu'il avait acheté la propriété en 1912 pour la somme considérable de 42 000 $, payés comptant. Cette transaction avait suscité quelques commentaires à l'époque, car personne ne connaissait réellement ce Hutchinson. Les documents légaux mentionnaient qu'il venait de la Nouvelle-Orléans, où il aurait fait fortune dans l'import-export. Mais il ne résidait pas à la ferme. Il la visitait 3 ou 4 fois par an,
restant quelques jours, inspectant les opérations, puis repartait. La gestion quotidienne était assurée par un contremaître blanc nommé Vernon Rigby, un homme taciturne dans la cinquantaine, au visage tanné par le soleil, qui habitait une maison plus modeste sur la propriété avec sa femme et leurs 2 fils adultes. Hutchinson lui-même était décrit par ceux qui l'avaient rencontré comme un homme grand, dans la quarantaine avancée, aux cheveux poivre et sel, à la peau claire, toujours vêtu de costumes sombres de bonne coupe. Il parlait peu, ne participait jamais aux événements sociaux locaux, ne fréquentait aucune église de la région. Son accent trahissait une éducation raffinée, probablement du sud profond, mais avec une touche d'ailleurs difficile à situer. Certains disaient qu'il avait du sang créole, ce qui expliquerait sa réserve et son teint légèrement mat. D'autres murmuraient qu'il était peut-être catholique, ce qui dans cette région baptiste et méthodiste équivalait presque à être un étranger. Pendant 15 ans, la ferme Hutchinson avait fonctionné sans incident majeur. Elle payait ses impôts ponctuellement. Elle ne causait aucun problème. Vernon Rigby, le contremaître, était respecté comme un homme dur mais juste. Les ouvriers noirs de la ferme ne se plaignaient jamais, ce qui en soi était remarquable dans une époque où les abus étaient monnaie courante. Certains murmuraient même qu'ils étaient mieux traités que bien des ouvriers blancs dans d'autres exploitations. Mais dans l'Alabama de 1927, une telle relative équité ne suscitait pas l'admiration. Elle suscitait la suspicion. Le premier signe de trouble est apparu en février 1927. Un certain Josiah Pemberton, propriétaire d'une ferme voisine et membre éminent du claverne local du clan, a commencé à répandre des rumeurs. Pemberton, un homme corpulent au visage rouge et aux favoris épais, descendait d'une lignée de planteurs qui possédaient des terres dans le comté depuis 1780. Sa propre ferme, héritée de son père, produisait à peine la moitié de ce que générait la propriété Hutchinson, malgré une superficie comparable. Cette inégalité le rongeait depuis des années. Lors d'une réunion du claverne, dans une grange isolée à l'extérieur de centre-ville, Pemberton a pris la parole devant une centaine d'hommes encagoulés. Il a déclaré avoir des informations troublantes concernant Nathaniel Hutchinson. Selon lui, des sources fiables à la Nouvelle-Orléans avaient révélé qu'il n'existait aucun registre commercial au nom de Hutchinson dans cette ville. Aucune entreprise d'import-export, aucune trace de sa prétendue fortune. Plus troublante encore, Pemberton affirmait que Hutchinson avait été vu en compagnie de Noirs dans des quartiers peu recommandables lors de ses passages dans l'Alabama, des quartiers où aucun blanc respectable ne s'aventurerait. Les murmures ont parcouru l'assemblée. Pemberton a continué, sa voix montant en intensité. Il a suggéré que Hutchinson n'était peut-être pas ce qu'il prétendait être, que sa peau légèrement basanée, son accent ambigu, sa discrétion maladive cachaient peut-être quelque chose de plus sinistre. Il a prononcé le mot que tous redoutaient et méprisaient dans cette assemblée. Un homme de sang mêlé, un métis passant pour blanc, un imposteur souillant la pureté de leur comté. Ces accusations n'étaient pas nouvelles dans le sud de cette époque. La hantise du passing, c'est-à-dire de personnes noires ou métisses se faisant passer pour blanches, obsédait les défenseurs de la ségrégation. Les lois sur la One Drop Rule stipulaient qu'une seule goutte de sang noir faisait d'une personne un noir, indépendamment de son apparence. Des familles entières avaient été détruites par de telles révélations. Des mariages annulés, des héritages contestés, des réputations anéanties. Le grand dragon du claverne, un homme nommé Thaddeus Caldwell, a demandé à Pemberton quelles preuves concrètes il possédait. Caldwell, un avocat respecté de centre-ville, dans la soixantaine, aux cheveux blancs soigneusement peignés, était connu pour sa prudence. Contrairement à certains membres plus jeunes et impétueux, il comprenait les risques légaux d'accusations non fondées. Pemberton a admis que ces preuves demeuraient circonstancielles. Mais il a insisté sur la nécessité d'une enquête. Il a proposé qu'un groupe de membres du clan se rende à la Nouvelle-Orléans pour vérifier l'identité réelle de Hutchinson.
Il a suggéré également qu'on envoie quelqu'un examiner les registres d'état civil, les archives paroissiales, pour découvrir la véritable généalogie de cet homme. La proposition a été mise aux voix. La majorité a approuvé. 3 hommes ont été désignés pour mener cette enquête. Ils sont partis la semaine suivante pour la Nouvelle-Orléans. Pendant leur absence, les rumeurs ont continué à se répandre dans tout le comté. On chuchotait dans les magasins, après les offices religieux, dans les bureaux de poste. Qui était vraiment ce Nathaniel Hutchinson? D'où venait réellement son argent? Pourquoi vivait-il loin de sa propriété? Pourquoi traitait-il si bien ses ouvriers noirs? Vernon Rigby, le contremaître, a commencé à sentir un changement d'atmosphère. Lorsqu'il se rendait à Centreville pour acheter des fournitures agricoles, les conversations s'arrêtaient sur son passage. Des regards fuyants le suivaient. Un matin, en sortant du magasin général, il a trouvé une croix miniature brûlée posée sur le siège de sa charrette. Un avertissement clair. Il en a immédiatement informé Hutchinson par télégramme. Hutchinson est arrivé à la ferme 3 jours plus tard, voyageant de nuit, sa calèche empruntant des chemins détournés. C'était la première fois qu'il venait sans avoir annoncé sa visite à l'avance. Il est resté enfermé dans la maison principale pendant 2 jours avec Rigby, les volets fermés, refusant de recevoir qui que ce soit. Les domestiques noirs qui travaillaient à la maison ont rapporté plus tard avoir entendu des éclats de voix, des débats houleux. Rigby voulait apparemment que Hutchinson parte, qu'il vende la propriété, qu'il disparaisse. Hutchinson refusait obstinément. Le 3e jour, Hutchinson est reparti avant l'aube. Personne ne l'a revu vivant. Les 3 hommes envoyés à la Nouvelle-Orléans sont revenus à la mi-mars. Leur rapport, présenté lors d'une réunion extraordinaire du Claverne, était accablant. Ils n'avaient en trouvé aucune trace de Nathaniel Hutchinson dans les registres commerciaux de la Nouvelle-Orléans. Aucune entreprise d'import-export, aucun bien immobilier à son nom. Pire encore, ils avaient découvert qu'un homme portant ce nom avait effectivement existé, mais il était mort en 1896, à l'âge de 63 ans, et était enterré dans le cimetière Saint-Louis. Le Nathaniel Hutchinson, propriétaire de la ferme, utilisait donc l'identité d'un mort. Mais la découverte la plus troublante était venue d'une source inattendue. L'un des enquêteurs, un homme nommé Curtis Rainey, avait un cousin qui travaillait comme clerc dans un cabinet d'avocats de la Nouvelle-Orléans, spécialisé dans les successions et les transferts de propriété. Ce cousin, moyennant une généreuse gratification, avait accepté de fouiller dans les archives confidentielles de son cabinet. Il avait découvert un document datant de 1911, un an avant l'achat de la ferme en Alabama. Le document concernait la mise en place d'un trust complexe impliquant plusieurs entités légales et des transferts de fonds considérables. Le bénéficiaire final de ce trust n'était pas Nathaniel Hutchinson, mais un homme nommé Gabriel Fortier. Ce nom ne disait rien aux hommes du clan. Mais le clerc avait fourni un détail supplémentaire noté presque par hasard dans les marges du document: Gabriel Fortier, homme de couleur libre. Le silence qui a suivi cette révélation dans la grange était si dense qu'on pouvait entendre le vent siffler entre les planches de bois. Un homme de couleur libre possédait une des fermes les plus prospères du comté de Bibb. Un homme noir avait acheté sous une fausse identité une propriété de 420 hectares, avec une maison de maître construite par des esclavagistes. Un homme noir dirigeait une exploitation employant des dizaines d'ouvriers, gérait des milliers de dollars de revenus annuels, vivait probablement dans le luxe quelque part, se moquant des Blancs qu'il avait dupés. Josiah Pemberton s'est levé, son visage écarlate de rage. Sa voix tremblait lorsqu'il a déclaré que cette abomination devait cesser immédiatement, que la propriété devait être détruite, que tous les Noirs du comté devaient comprendre ce qui arrivait à ceux qui osaient s'élever au-dessus de leurs conditions, que le clan avait le devoir sacré de rétablir l'ordre naturel des choses. Thaddeus Caldwell, le grand dragon, a tenté de tempérer les ardeurs. Il a souligné qu'il ne possédait aucune preuve concrète reliant Gabriel Fortier à Nathaniel Hutchinson.
que l'existence d'un trust à la Nouvelle-Orléans ne prouvait pas que le propriétaire de la ferme était un homme noir, qu'il devait procéder avec prudence, rassembler plus d'informations, agir dans le cadre de la loi si possible. Mais Caldwell était un homme du 19e siècle, formé à une époque où même la violence raciste suivait certaines règles, certains codes. La jeune génération présente dans cette grange des hommes qui avaient grandi dans le ressentiment de la défaite sudiste, dans la frustration économique de l'après-guerre, dans la peur constante que les Noirs n'oublient leur place, n'avaient pas sa patience. Pour eux, la découverte d'un Noir possédant une telle propriété était non seulement une insulte personnelle, mais une menace existentielle contre tout leur monde. Un vote a été organisé. Caldwell proposait d'envoyer une délégation officielle à Vernon Rigby, de l'interroger, de découvrir ce qu'il savait réellement de son employeur. Pemberton proposait une action directe et immédiate, la destruction de la propriété par le feu, le message le plus clair que le clan pouvait envoyer. Le vote a été serré, mais Pemberton l'a emporté. 53 voix contre 47. Thaddeus Caldwell s'est levé, a ôté sa cagoule, révélant son visage austère aux traits tirés. Il a déclaré qu'il ne pouvait cautionner une telle action, qu'elle violait non seulement la loi, mais aussi les principes mêmes que le clan prétendait défendre, l'ordre, la justice, la protection de la civilisation. Il a quitté la grange sans un regard en arrière. 17 hommes l'ont suivi. Ils n'ont plus jamais participé aux activités du Claverne, mais 83 hommes sont restés, et dans les jours suivants, le plan a pris forme. On enverrait un message que personne dans le comté, blanc ou noir, ne pourrait ignorer. La date a été fixée au 23 avril, un samedi soir. Le choix était délibéré. Un samedi, de nombreux hommes seraient disponibles. Et surtout, Vernon Rigby et sa famille se rendaient chaque samedi soir à Centreville pour faire leurs achats de la semaine et assister à l'office du dimanche matin, dormant chez la sœur de Madame Rigby. La maison principale serait donc vide, à l'exception des 3 domestiques noirs qui y résidaient en permanence. Les hommes du clan ne voulaient pas de victimes blanches. Ils ne voulaient pas non plus de témoins blancs. Quant aux domestiques noirs, on leur laisserait le temps de s'enfuir avant que les flammes ne soient allumées. Mais mobiliser 400 hommes pour une seule action nécessitait plus qu'un simple claverne local. Pemberton a contacté d'autres clavernes dans les comtés voisins, Shelby, Chilton, Hale, Perry. Le message a circulé à travers les réseaux du clan. Une démonstration de force était prévue dans le comté de Bibb. Tous les membres en règle étaient invités. Ce serait un événement, un rappel spectaculaire de la puissance du clan, de sa capacité à agir de manière coordonnée, de son rôle de gardien de la suprématie blanche. La préparation de cette action a pris plusieurs semaines. Des réunions clandestines ont été organisées dans différentes granges, isolées à travers le comté. Les hommes arrivaient individuellement ou par petits groupes, toujours après la tombée de la nuit, leurs visages dissimulés sous leurs cagoules, même avant d'entrer dans les lieux de réunion. On y discutait stratégie, logistique, coordination. Combien d'hommes pour encercler la propriété? Combien pour mettre le feu simultanément à tous les bâtiments? Qui apporterait le kérosène nécessaire? Qui fournirait les torches? Un plan détaillé a été élaboré. La ferme Hutchinson serait approchée simultanément par 3 directions différentes pour éviter toute possibilité de fuite. Chaque groupe aurait un leader responsable de sa section. Des sentinelles seraient postées sur toutes les routes environnantes pour empêcher l'arrivée de renforts ou de témoins indésirables. L'opération entière, de l'encerclement à l'embrasement complet, ne devait pas prendre plus d'1 heure. Mais au-delà de la logistique pratique, il y avait aussi une dimension symbolique à cette action. Pemberton et ses partisans les plus zélés voulaient que cet incendie envoie un message qui résonnerait bien au-delà du comté de Bibb. Ils voulaient que les communautés noires de tout l'Alabama sachent ce qui arrivait à ceux qui osaient défier l'ordre établi. Ils voulaient que les Blancs hésitants ou sympathiques comprennent le coût de la tolérance. Ils voulaient restaurer ce qu'ils percevaient comme l'ordre naturel, menacé par les changements sociaux graduels de l'après-guerre. Car en 1927, malgré les lois Jim Crow et la violence endémique,
Certains changements commençaient à se profiler. Quelques écoles noires recevaient un financement, même minimal. Quelques propriétaires noirs parvenaient, malgré tous les obstacles, à acheter de petites parcelles de terre. Quelques voix encore timides commençaient à s'élever pour contester le système. Pour les membres les plus radicaux du clan, ces signes annonçaient une apocalypse à venir. Il fallait agir maintenant, avec force, pour étouffer dans l'œuf toute velléité de changement. Les réactions à cette mobilisation ont varié. Certains hommes, particulièrement les plus jeunes, ont accueilli l'annonce avec enthousiasme. Pour eux, c'était l'occasion de participer à quelque chose de significatif, de prouver leur engagement, d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. D'autres, plus âgés ou plus réfléchis, ont exprimé des doutes. Détruire une propriété entière semblait excessif. Et si les accusations contre Hutchinson étaient fausses? Et si Gabriel Fortier n'était qu'un associé commercial, pas le véritable propriétaire? Et si toute cette histoire n'était qu'un malentendu monté en épingle par la jalousie de Pemberton? Ces doutes n'ont pas empêché la mobilisation. Le clan fonctionnait sur un principe d'obéissance hiérarchique. Une fois qu'un claverne avait voté pour une action, tous les membres étaient tenus d'y participer ou de démissionner. Ne pas se présenter équivalait à une trahison. Et dans l'Alabama de 1927, trahir le clan pouvait avoir des conséquences graves, non seulement pour l'individu, mais pour toute sa famille. Il y avait aussi une dimension de pression sociale. Dans les petites communautés rurales de l'époque, tout le monde se connaissait. Les voisins savaient qui appartenait au clan et qui n'en faisait pas partie. Un homme qui refuserait de participer à une action aussi importante serait immédiatement suspect. On le considérerait comme faible, peu fiable, peut-être même comme un sympathisant des Noirs. Sa réputation serait ternie. Ses affaires commerciales pourraient en souffrir. Ses enfants pourraient être ostracisés à l'école. Dans un monde où la conformité sociale était essentielle à la survie économique et sociale, peu d'hommes avaient le courage de résister à de telles pressions. Certains participants ont néanmoins cherché des compromis avec leur conscience. Ils se sont dit qu'ils viendraient à la manifestation, mais qu'ils ne participeraient pas activement à l'incendie, qu'ils resteraient en périphérie, visibles mais passifs, qu'ils pourraient ainsi prouver leur loyauté au clan sans avoir du sang sur les mains. Cette rationalisation était courante dans les mouvements de violence collective. Elle permettait aux individus de participer tout en se déchargeant de la responsabilité personnelle. D'autres se sont convaincus que l'action était moralement justifiée, que Gabriel Fortier, en se faisant passer pour blanc, avait commis une fraude qui méritait punition, que permettre à un homme noir de posséder une telle propriété constituerait un dangereux précédent, qu'ils défendaient non seulement leur propre mode de vie, mais aussi celui de leurs enfants et petits-enfants. Ces hommes dormiraient probablement mieux que les autres dans les nuits suivant l'incendie. Mais il y avait aussi ceux qui participaient par peur pure. Peur de ce qui leur arriverait s'ils refusaient, peur d'être eux-mêmes ciblés par le clan, peur que leurs propres secrets, leurs propres transgressions soient révélés s'ils devenaient des parias. Dans le sud de cette époque, presque chaque famille blanche avait quelque chose à cacher, une liaison illégitime, une ascendance douteuse, une transaction commerciale malhonnête, une dette impayée. Le clan savait tout, et il n'hésitait pas à utiliser ces informations pour maintenir la discipline dans ses rangs. Pendant ce temps, à la ferme Hutchinson, une atmosphère de tension croissante s'était installée. Vernon Rigby avait remarqué que certains de ses fournisseurs habituels à Centreville refusaient maintenant de lui vendre certains articles. Pas ouvertement, ils invoquaient des ruptures de stock, des problèmes de livraison. Mais le message était clair. On lui faisait comprendre qu'il n'était plus le bienvenu. Ses deux fils, Robert et Samuel, tous deux dans la vingtaine, ont rapporté avoir été suivis lorsqu'ils se rendaient en ville. Des hommes à cheval, restant à distance mais visibles, menaçants. Les ouvriers noirs de la ferme sentaient également le changement. Plusieurs d'entre eux avaient des proches travaillant dans d'autres exploitations, et les nouvelles circulaient rapidement dans la communauté noire. On disait que le clan préparait quelque chose, que la ferme Hutchinson était dans leur viseur.
Certains ouvriers ont commencé à parler de partir, de chercher du travail ailleurs, loin du comté. Mais où aller? Les conditions étaient identiques, voire pires, partout ailleurs dans le sud. La vie quotidienne à la ferme continuait néanmoins, avec cette tension sous-jacente qui colorait chaque geste, chaque conversation. Les champs devaient être labourés, les semences plantées. C'était la saison du printemps, le moment crucial pour les cultures. Le coton devait être mis en terre avant la fin avril pour avoir une bonne récolte en automne. Les ouvriers travaillaient donc de l'aube au crépuscule, courbés sur la terre rouge, plantant les graines une à une, suivant les sillons tracés par les mulets. Mais leur esprit n'était pas à leur travail. Ils levaient fréquemment la tête, scrutant l'horizon, guettant l'apparition de cavaliers encagoulés. Ils parlaient à voix basse entre eux pendant les pauses, échangeant rumeurs et spéculations. Certains suggéraient de former un groupe de protection, de monter la garde la nuit avec des fusils. D'autres, plus réalistes, savaient que toute résistance armée serait suicidaire. Le clan viendrait en force. Il n'aurait aucune chance. Quelques familles noires ont commencé à cacher leurs maigres possessions les plus précieuses, enterrant des boîtes contenant des photos, des papiers importants, quelques économies, dans des endroits secrets dans les bois. Si la ferme était attaquée, si leur maison était brûlée, au moins quelque chose survivrait. Ces préparatifs se faisaient en silence, la nuit, à la lueur de lanternes tamisées. Personne n'en parlait ouvertement, comme si le fait de verbaliser la menace la rendait plus réelle. Vernon Rigby observait tout cela avec un sentiment croissant de désespoir. Il avait travaillé pendant 15 ans pour faire de cette ferme l'une des plus productives du comté. Il avait traité ses ouvriers avec respect, leur payant un salaire équitable, veillant à ce qu'ils aient des logements décents, de la nourriture suffisante, des soins médicaux quand c'était nécessaire. Et maintenant, à cause de querelles politiques et raciales qu'il ne comprenait qu'à moitié, tout cela risquait d'être détruit. Il connaissait la vérité sur Nathaniel Hutchinson. Il savait depuis le début que ce nom était un pseudonyme. Hutchinson lui-même le lui avait révélé lors de leur première rencontre en 1912, avant même de l'engager comme contremaître. Il lui avait expliqué sa situation, les raisons de sa discrétion, les dangers qu'il encourait si sa véritable identité était révélée. Il avait demandé à Rigby s'il acceptait de travailler pour lui malgré tout, en sachant ses risques. Rigby, un homme pragmatique qui ne partageait pas les préjugés les plus virulents de son époque, avait accepté. Le salaire était bon, la propriété était belle. Et Hutchinson, ou Fortier, peu importait son vrai nom, semblait être un homme honnête, intelligent, qui voulait simplement cultiver la terre de ses ancêtres sans faire de mal à personne. Quel crime y avait-il à cela? Mais Rigby comprenait maintenant qu'il avait sous-estimé la profondeur de la haine raciale dans le comté. Il avait pensé que tant que la ferme fonctionnait bien, qu'elle ne causait pas de problème, qu'elle payait ses impôts, personne ne poserait trop de questions. Il s'était trompé. La simple existence d'un homme noir prospère était perçue comme une menace existentielle par certains Blancs. Et ces hommes étaient prêts à tout détruire pour éliminer cette menace. Un événement particulier a cristallisé la peur. Le 14 avril, 9 jours avant l'incendie prévu, un ouvrier noir nommé Isaiah Clemons a disparu. Isaiah travaillait à la ferme depuis 5 ans. C'était un homme tranquille, dans la trentaine, marié avec 3 enfants. Il était parti un matin réparer une clôture dans un champ éloigné et n'était jamais revenu. Sa femme, affolée, a alerté Rigby. Des recherches ont été organisées. On a retrouvé ses outils près de la clôture qu'il devait réparer. Mais aucune trace d'Isaiah. 3 jours plus tard, son corps a été découvert pendu à un arbre, à 8 kilomètres de la ferme, près d'une route peu fréquentée. Le shérif du comté, un homme nommé Walter Briggs, membre discret mais connu du clan, a conclu au suicide. Aucune enquête approfondie n'a été menée. Le corps a été rendu à la famille. Isaiah a été enterré rapidement dans le petit cimetière noir, près de l'église baptiste de la communauté. Mais tous ceux qui connaissaient Isaiah savaient qu'il ne s'était pas suicidé.
C'était un homme pieux, dévoué à sa famille, sans histoire de mélancolie ou de désespoir. La communauté noire du comté a compris le message. Isaiah avait été lynché en guise d'avertissement. Travaillez pour Hutchinson, et voilà ce qui vous attend. Vernon Rigby a tenté une dernière fois de contacter Hutchinson. Il a envoyé un télégramme urgent à l'adresse de la Nouvelle-Orléans, que Hutchinson utilisait pour la correspondance. Le télégramme disait simplement « Situation critique. Votre présence requise immédiatement. Rigby. » Aucune réponse n'est venue. Rigby a alors pris une décision. Il a écrit une lettre détaillée expliquant tout ce qu'il savait, tous les événements des dernières semaines, ses craintes pour l'avenir. Il a placé cette lettre dans une enveloppe scellée, l'a cachée dans un endroit secret de la maison principale, espérant qu'elle serait découverte plus tard, qu'elle servirait de témoignage, de preuve. Le vendredi 22 avril au soir, Rigby a rassemblé sa femme et ses fils. Il leur a dit qu'ils devaient partir, pas seulement pour leur sortie habituelle du samedi à Centreville, mais partir pour de bon. Quitter l'Alabama. Sa femme, Martha, une femme austère aux cheveux grisonnants, a protesté. C'était leur maison depuis 15 ans. Où irait-il? Rigby a refusé d'expliquer davantage. Il a simplement dit qu'il n'était plus en sécurité, que quelque chose de terrible allait arriver. Ils ont quitté la ferme le samedi matin, emportant seulement quelques affaires personnelles. Rigby a dit aux domestiques de la maison principale de prendre congé pour le week-end, de retourner chez eux. Les 3 femmes noires, déconcertées par cet ordre inhabituel, ont obéi. À midi, la grande maison était vide. Le 23 avril 1927, à la tombée de la nuit, des hommes ont commencé à converger vers un point de rassemblement situé à environ 5 kilomètres de la ferme Hutchinson. Ils arrivaient par petits groupes, à cheval, en charrette, quelques-uns dans des automobiles. Tous portaient des robes blanches et les cagoules pointues, caractéristiques du clan. Dans l'obscurité croissante, éclairés par des lanternes et des torches, ils formaient une armée spectrale. À 20 heures, environ 390 hommes s'étaient rassemblés. 10 autres arriveraient plus tard, retardés par la distance ou des obligations familiales. Josiah Pemberton, désigné comme le leader de cette opération, a grimpé sur une charrette pour s'adresser à la foule. Sa voix portait dans la nuit fraîche d'avril. Il a rappelé pourquoi ils étaient là. Pour défendre leur mode de vie, pour protéger leur famille, pour préserver la pureté de leur race et de leur terre. Il a décrit Nathaniel Hutchinson, ou plutôt Gabriel Fortier, comme un symbole de tout ce qui menaçait le Sud. Un homme qui avait menti, qui avait volé l'identité d'un blanc, qui s'était enrichi en se moquant des lois et des coutumes, qui employait des Noirs et les traitait presque comme des égaux. Si un tel homme pouvait réussir sans être puni, alors tous les fondements de leur société s'effondreraient. La foule a applaudi. Des cris ont retenti. Pemberton a alors donné ses instructions. Ils marcheraient en formation jusqu'à la ferme. Ils encercleraient tous les bâtiments. Ils s'assureraient que personne ne s'y trouvait. Puis, ils y mettraient le feu simultanément. La maison principale, les granges, les écuries, les dépendances, tout devait brûler. Mais il a insisté, pas de violence contre les personnes. S'il trouvait quelqu'un sur place, il le laisserait partir. Le clan punissait l'imposture et la transgression, pas les innocents. Cette dernière instruction a semé un certain malaise parmi certains membres. Ils savaient tous ce qui était arrivé à Isaiah Clemens. Le clan avait-il vraiment l'intention d'épargner les témoins? Mais personne n'a osé poser la question à voix haute. Si cette histoire vous captive, si vous sentez votre cœur battre plus fort en imaginant cette nuit terrible, laissez un like sur cette vidéo. Et surtout, dites-nous dans les commentaires, que pensez-vous qu'ils ont découvert dans les décombres? Votre intuition pourrait bien être juste. La colonne s'est mise en marche vers 21 heures. 400 hommes en robe blanche, portant des torches, avançant dans l'obscurité sur la route de terre rouge. Le spectacle devait être terrifiant pour quiconque l'aurait aperçu depuis les bois environnants. Mais il n'y avait personne pour le voir. Les fermiers noirs des environs avaient reçu le message, implicite mais clair. Ce soir, ne sortez pas. Fermez vos volets.
Éteignez vos lanternes. Faites comme si le monde extérieur n'existait pas. La colonne a atteint l'entrée de la propriété Hutchinson vers 21h30. Le portail en fer forgé, toujours ouvert, ne constituait aucun obstacle. Les hommes se sont divisés en groupes selon un plan préétabli. Certains devaient encercler la maison principale. D'autres se dirigeraient vers les granges, les écuries, les dépendances. D'autres encore surveilleraient les chemins d'accès pour empêcher toute fuite ou intervention extérieure. Lorsque les premiers hommes ont atteint la maison principale, ils l'ont trouvée plongée dans l'obscurité. Aucune lumière aux fenêtres, aucun signe de vie. Pemberton, accompagné d'une douzaine d'hommes, a gravi les marches du porche. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Ils sont entrés, leurs torches projetant des ombres dansantes sur les murs. L'intérieur correspondait à ce qu'on attendait d'une demeure de planteurs prospères. Un large hall d'entrée avec un escalier courbe menant à l'étage. Un salon à gauche avec des meubles élégants, des fauteuils en velours, une cheminée en marbre. Une salle à manger à droite avec une longue table pouvant accueillir 16 personnes. Les murs étaient ornés de tableaux, de miroirs, de candélabres en argent. Une bibliothèque visible depuis le hall contenait des centaines de livres aux reliures de cuir. Mais ce qui a immédiatement frappé les intrus, c'était l'impression d'abandon récent. Sur la table de la salle à manger, un service à thé était encore disposé, les tasses retournées comme si quelqu'un s'apprêtait à servir. Dans la cuisine, visible au bout d'un couloir, des provisions fraîches traînaient sur le comptoir. À l'étage, dans les chambres, les lits étaient faits, les armoires remplies de vêtements, mais aucun habitant. Vernon Rigby avait effectivement fui. Mais en partant précipitamment, il avait laissé derrière lui 15 ans de vie. Et c'est en fouillant cette maison, en cherchant des preuves de l'identité de son propriétaire, que les hommes du clan ont commencé à découvrir des choses qui allaient transformer leur mission punitive en cauchemar. Dans le bureau principal au rez-de-chaussée, un homme a découvert un coffre-fort dissimulé derrière un tableau. Le coffre était fermé, bien sûr, mais ce n'était pas un obstacle majeur. L'un des hommes présents, un serrurier de son métier, est parvenu à le forcer en 20 minutes. À l'intérieur, ils ont trouvé des liasses de billets, plusieurs milliers de dollars. Des bijoux, certains clairement anciens et précieux, et surtout, une épaisse enveloppe de documents. Pemberton a saisi les documents et les a étalés sur le grand bureau en acajou. Il y avait là des actes de propriété, des relevés bancaires, des lettres, des contrats. Mais plus troublant, il y avait aussi des photographies. Une douzaine de photographies, prises à différentes époques, montrant des personnes que personne dans le groupe ne reconnaissait. L'une d'elles a particulièrement attiré l'attention. Elle montrait un homme jeune, peut-être 25 ans, au teint clair, aux cheveux bouclés, vêtu d'un costume élégant. À côté de lui se tenait une femme nettement plus foncée de peau, portant une robe simple mais propre. Et entre eux, un enfant d'environ 5 ans, un garçon aux traits mixtes, tenant la main de chacun de ses parents. Au dos de la photographie, une inscription à l'encre délavée, « Famille Caldwell, la Nouvelle-Orléans, 1868 ». Le nom Caldwell a fait tressaillir plusieurs hommes présents. C'était un nom très répandu dans le sud, certes, mais dans le comté de Bibb, il évoquait immédiatement une famille en particulier. La famille du grand dragon lui-même, Thaddeus Caldwell. Un silence pesant est tombé sur le groupe rassemblé dans le bureau. Pemberton a saisi une autre photographie. Celle-ci montrait un jeune homme, peut-être 15 ans, seul, photographié dans un studio professionnel. Son visage était suffisamment clair pour passer pour blanc, mais ses traits trahissaient une ascendance mixte pour quiconque savait reconnaître les signes. Au dos, une autre inscription, Gabriel, 1878. Pemberton a fouillé frénétiquement parmi les autres documents. Il a trouvé un certificat de naissance, visiblement ancien et partiellement endommagé. Le document indiquait qu'un enfant nommé Gabriel était né à la Nouvelle-Orléans le 15 mars 1863. Le nom du père était indiqué comme Étienne Caldwell. Le nom de la mère, Lucille Fortier, femme de couleur libre.
Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, révélant une image que personne ne voulait voir. Étienne Caldwell. Ce nom était gravé dans l'histoire du comté de Bibb. C'était le fils aîné de Montgomery Caldwell, l'un des planteurs les plus riches d'avant la guerre, propriétaire de plus de 1000 hectares et de 300 esclaves. Étienne était né en 1840. Il avait grandi dans le luxe et le privilège. Mais en 1862, il s'était engagé dans l'armée confédérée et avait été envoyé en Louisiane. Il était mort là-bas, officiellement tué au combat en 1863. Son corps n'avait jamais été rapatrié. On avait dit qu'il avait été enterré sur place, dans un cimetière militaire près de la Nouvelle-Orléans. Mais si ce certificat de naissance était authentique, alors Étienne Caldwell n'était pas mort en 1863. Il avait survécu à la guerre. Il avait eu une relation avec une femme de couleur libre à la Nouvelle-Orléans. Et il avait eu un fils avec elle, Gabriel Fortier, Nathaniel Hutchinson. Le propriétaire de cette ferme n'était pas un imposteur quelconque. C'était le petit-fils de Montgomery Caldwell, le neveu de Thaddeus Caldwell, le grand dragon du claverne local. Un homme avec du sang Caldwell dans les veines, mais aussi du sang noir. L'un des hommes présents, un certain Marcus Tinsley, a murmuré que c'était impossible, que Thaddeus Caldwell aurait su, qu'il aurait révélé cette information, qu'il ne pouvait pas avoir caché l'existence d'un neveu métis pendant toutes ces années. Mais un autre homme, plus âgé, nommé Harold Pickett, a secoué lentement la tête. Il a rappelé que Thaddeus Caldwell avait été celui qui s'était opposé le plus fermement à l'incendie de la ferme, qu'il avait démissionné du claverne plutôt que de participer à cette action. À l'époque, on avait interprété son opposition comme de la prudence juridique, comme la réticence d'un vieil homme devant la violence. Mais peut-être connaissait-il la vérité, peut-être protégeait-il son neveu. Pemberton, le visage blême, a continué à fouiller dans les documents. Il a découvert une série de lettres datant de 1911, échangées entre Gabriel Fortier et un cabinet d'avocats de la Nouvelle-Orléans. Ces lettres discutaient de l'établissement d'un trust, de l'acquisition d'une propriété en Alabama, de la nécessité d'une discrétion absolue. L'une des lettres mentionnait explicitement « Monsieur Fortier comprend que sa sécurité et celle de sa famille dépendent du maintien de son anonymat. L'acquisition doit être effectuée sous un nom d'emprunt. Nous suggérons l'utilisation de l'identité du défunt Nathaniel Hutchinson, décédé sans héritier. » Mais la découverte la plus dévastatrice est venue d'un autre document, caché au fond du coffre. C'était une lettre manuscrite, non datée, mais dont l'encre et le papier suggéraient qu'elle avait été écrite récemment, peut-être dans les dernières semaines. L'écriture était élégante, cultivée. La lettre commençait par « Mon cher oncle Thaddeus ». Elle continuait sur plusieurs pages, racontant l'histoire complète. Comment Étienne Caldwell, grièvement blessé pendant la guerre, avait été soigné par Lucille Fortier, une femme de couleur libre qui travaillait comme infirmière. Comment il était tombé amoureux d'elle. Comment, sachant qu'il ne pourrait jamais rentrer en Alabama avec elle, il avait choisi de rester à la Nouvelle-Orléans, laissant sa famille le croire mort. Comment ils avaient eu un fils, Gabriel. Comment Étienne avait vécu le reste de sa vie sous un faux nom, travaillant discrètement dans le commerce, accumulant lentement une petite fortune. Comment, à sa mort en 1908, il avait laissé tout son argent à Gabriel avec un dernier souhait, que son fils achète une terre en Alabama, la terre de ses ancêtres, et y prospère comme lui-même n'avait jamais pu le faire. La lettre expliquait que Gabriel avait finalement contacté Thaddeus Caldwell en 1926, après avoir appris son existence par des documents laissés par son père. Il lui avait révélé la vérité. Il lui avait demandé conseil. Fallait-il continuer à se cacher? Fallait-il révéler son identité? Fallait-il revendiquer son héritage légitime? La lettre se terminait par ces mots. « Vous m'avez dit que je devais partir. Que ma présence ici, si elle était révélée, détruirait non seulement ma vie, mais aussi votre réputation et celle de toute notre famille. Vous m'avez supplié de vendre la ferme et de disparaître.
Je comprends votre peur, oncle Thaddeus, mais cette terre est tout ce que j'ai de mon père. C'est tout ce qui me relie à lui, à vous, à ma famille. Je ne peux pas l'abandonner. Si je dois mourir pour défendre mon droit d'exister, alors qu'il en soit ainsi. Votre neveu dévoué, Gabriel. Le silence dans le bureau était absolu. Certains hommes avaient ôté leurs cagoules, révélant des visages pâles, choqués. D'autres se tenaient immobiles, leurs torches tremblant dans leurs mains. La réalité de ce qu'ils avaient découvert s'imposait lentement, inexorablement. Ils n'étaient même pas venus punir un imposteur quelconque. Ils avaient été manipulés par Josiah Pemberton, peut-être par jalousie, peut-être par malveillance, pour détruire la propriété d'un homme qui était techniquement plus blanc qu'eux par sa lignée. Un homme descendant de l'une des familles les plus anciennes et les plus respectées du comté. Un homme dont l'existence même révélait un secret que de nombreuses familles sudistes préféraient oublier, que le sang noir et le sang blanc s'étaient mêlés pendant des générations, dans la violence de l'esclavage, mais aussi parfois dans l'amour et le choix. Les implications de cette découverte se répandaient dans l'esprit des hommes présents, comme de l'encre renversée sur du papier buvard. Si Étienne Caldwell avait eu un fils métis, combien d'autres soldats confédérés avaient fait de même? Combien d'autres hommes blancs respectables, morts ou vivants, avaient des enfants cachés quelque part? Et plus troublant encore, combien de ces enfants avaient hérité d'un teint suffisamment clair pour passer pour blanc? Un homme nommé Clayton Hawkins, un fermier d'une quarantaine d'années du comté de Shelby, a soudainement pris la parole d'une voix rauque. Il a dit qu'il connaissait quelqu'un à Birmingham, un homme d'affaires prospère, dont on murmurait qu'il avait du sang noir mais qui le cachait, que cette personne était mariée à une femme blanche, avait des enfants qui allaient dans des écoles blanches. Est-ce que cela faisait d'eux des imposteurs aussi? Devrait-on brûler leur maison? La question a déclenché un murmure agité parmi les hommes. Un autre a mentionné une famille dans son propre comté, dont l'arrière-grand-mère était réputée avoir été une carteronne qui passait pour blanche. Leurs descendants étaient maintenant considérés comme totalement blancs, occupaient des positions respectables dans la société. Fallait-il les dénoncer, les détruire? Un troisième homme, plus vieux, avec une voix tremblante, a révélé quelque chose que personne ne s'attendait à entendre. Il a dit que son propre grand-père avait eu une liaison avec une esclave avant la guerre, que cette esclave avait eu un enfant, une fille, qui avait été vendue à une plantation en Géorgie quand elle avait 12 ans, que lui-même avait donc quelque part une grand-tante noire dont il ne saurait jamais rien. Est-ce que cela faisait de lui un homme impur? Est-ce que son sang était souillé? Le silence qui a suivi cette confession était chargé d'une tension presque insupportable. D'autres hommes ont commencé à regarder leurs voisins avec une suspicion nouvelle. Combien d'entre eux portaient des secrets similaires? Combien de familles blanches du Sud avaient des branches cachées, des parentés niées, des liens de sang qu'on préférait oublier? Pemberton a tenté de reprendre le contrôle de la situation. Il a crié que cela ne changeait rien, que Gabriel Fortier, peu importe son sang Caldwell, restait légalement un homme de couleur, que selon les lois de l'Alabama, une seule goutte de sang noir faisait de quelqu'un un noir, que leur mission restait juste, que détruire cette ferme envoyait un message nécessaire sur le maintien des frontières raciales, aussi floues qu'elles puissent être dans la réalité. Mais sa voix manquait de conviction. Et plusieurs hommes ont commencé à reculer, à secouer la tête, à murmurer qu'ils voulaient partir. Un homme a même dit à voix haute « Dieu nous pardonne, nous avons commis une terrible erreur ». Un autre homme nommé Edgar Pruitt, un pasteur baptiste d'une petite église du comté de Chilton, a soulevé un point théologique qui a troublé davantage l'assemblée. Il a rappelé que selon la Bible, tous les hommes descendaient d'Adam et Ève, que devant Dieu, il n'y avait ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, que le Christ était mort pour tous. Si Gabriel Fortier était baptisé, s'il croyait, n'était-il pas leur frère en Christ? Avait-il le droit de détruire la propriété de leur frère spirituel? Cette question a déclenché un débat houleux. D'autres ont rétorqué que Dieu avait créé les races séparément, que le mélange des sangs était contre nature, que les descendants de Cham étaient maudits et destinés à servir.
C'étaient des arguments théologiques classiques utilisés pour justifier l'esclavage et la ségrégation. Mais dans ce contexte précis, face aux preuves concrètes de l'humanité partagée que révélaient les documents et les photographies, ces arguments semblaient soudain creux, désespérés. La cohésion du groupe commençait à se fissurer. Certains hommes voulaient toujours continuer, convaincus de la justesse de leur action. D'autres voulaient tout arrêter, fuir avant que plus de dommages ne soient causés. D'autres encore étaient simplement paralysés, incapables de décider, déchirés entre leurs convictions raciales et la réalité dérangeante qu'ils venaient de découvrir. C'est à ce moment précis que les premières flammes ont été allumées à l'extérieur. Les hommes postés près des granges et des écuries, ignorant ce qui se passait dans la maison principale, avaient reçu le signal et avaient commencé à exécuter le plan initial. Le feu s'est propagé rapidement dans les structures en bois sec. En quelques minutes, l'ensemble de la cour de la ferme était illuminé par un embrasement orange et rouge. Les hommes dans la maison principale ont paniqué. Certains ont voulu sortir immédiatement en portant des documents pour prouver ce qu'ils avaient découvert. D'autres ont insisté pour tout laisser brûler pour que la vérité reste cachée. Une dispute a éclaté. Dans la confusion, quelqu'un a renversé une torche. Le tapis dans le bureau a pris feu. Les flammes se sont propagées aux rideaux, puis aux murs lambrissés de bois. En moins de 10 minutes, la maison principale était elle aussi en feu. Les hommes ont fui en désordre, emportant ce qu'ils pouvaient saisir. Pemberton est sorti avec l'enveloppe contenant les photographies et quelques lettres. D'autres ont saisi des liasses de billets du coffre-fort. Mais la majorité des documents, y compris la lettre à Thaddeus Caldwell, sont restés dans le bureau, consumés par les flammes. À l'extérieur, les 400 hommes du clan assistaient maintenant à un spectacle qu'ils n'avaient pas anticipé. La propriété entière était un brasier gigantesque. Les flammes montaient à 20 mètres de haut, visibles à des kilomètres à la ronde. La chaleur était si intense qu'ils ont dû reculer jusqu'à la route principale. Le rugissement du feu couvrait tous les autres sons. Ils sont restés là jusqu'à l'aube, hypnotisés par la destruction qu'ils avaient causée. Lorsque le soleil s'est levé, révélant un paysage de cendres et de ruines fumantes, beaucoup d'entre eux ont réalisé pleinement ce qu'ils avaient fait. Ils avaient détruit une propriété valant des dizaines de milliers de dollars. Ils avaient anéanti le travail de 15 ans. Et pourquoi? Pour punir un homme dont le seul crime était d'avoir du sang noir, mais qui était aussi le descendant d'une des familles les plus respectées de leur propre comté. Les 3 jours qui ont suivi l'incendie ont été marqués par un silence étrange dans le comté de Bibb. Les journaux locaux n'ont publié qu'un bref article mentionnant qu'un incendie d'origine indéterminée avait détruit la ferme Hutchinson. Aucune enquête n'a été ouverte. Le shérif Briggs a déclaré que la propriété était assurée et que le propriétaire, un certain Nathaniel Hutchinson de la Nouvelle-Orléans, serait contacté pour régler les détails administratifs. Mais dans les jours suivants, des rumeurs ont commencé à circuler, des versions contradictoires de ce qui s'était passé cette nuit-là. Certains disaient que des documents compromettants avaient été découverts dans la maison. D'autres affirmaient qu'on avait trouvé des preuves que le propriétaire était en réalité un criminel recherché. D'autres encore murmuraient que toute l'affaire avait été une terrible méprise. Les hommes qui avaient participé à l'incendie réagissaient de manière très différente à ce qu'ils avaient vécu. Certains, refusant d'affronter la réalité de ce qu'ils avaient fait, se sont réfugiés dans le déni. Ils ont continué à insister que Gabriel Fortier était un imposteur qui méritait son sort. Ils ont minimisé l'importance des documents découverts, suggérant qu'ils étaient peut-être des faux, des fabrications destinées à protéger l'identité frauduleuse de Fortier. Ces hommes ont continué à fréquenter les réunions du clan, à porter fièrement leurs robes blanches lors des parades, à affirmer haut et fort qu'ils ne regrettaient rien. D'autres ont été écrasés par la culpabilité. Plusieurs hommes ont développé des troubles du sommeil, des cauchemars récurrents où ils revoyaient les flammes, entendaient les cris imaginaires, découvraient encore et encore ces photographies qui révélaient une humanité partagée qu'ils avaient essayé de nier.
Certains se sont tournés vers l'alcool pour engourdir leur conscience. D'autres ont cherché le réconfort dans la religion, assistant à l'église plusieurs fois par semaine, priant pour le pardon, confessant leurs péchés à des pasteurs qui ne savaient que leur dire. 3 hommes se sont suicidés dans l'année qui a suivi l'incendie. Officiellement, les causes de décès variaient, accidents de chasse, accidents agricoles, maladies soudaines. Mais leurs proches savaient la vérité. Ces hommes n'avaient pas pu vivre avec le poids de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils avaient découvert, des questions troublantes que cette nuit avait soulevées sur leur propre identité, leur propre pureté supposée, leur propre position morale. L'impact sur les familles a été dévastateur. Des épouses ont découvert que leur mari avait participé à un acte de destruction massive. Des enfants ont appris que leur père était capable de violence organisée. Certaines familles se sont fracturées sous le poids de ces révélations. Des couples ont divorcé, ce qui était extraordinairement rare et scandaleux dans l'Alabama rural de cette époque. Des fils ont rompu avec leur père. Des frères ont cessé de se parler. La communauté blanche dans son ensemble a été secouée par une crise d'identité collective. Les questions soulevées par la découverte de l'ascendance de Gabriel Fortier ne disparaissaient pas. Elles continuaient à hanter les conversations privées, les pensées nocturnes, les angoisses non exprimées. Si les Caldwell, une des familles les plus éminentes, avaient des liens de sang avec la communauté noire, alors quelle famille pouvait prétendre à une pureté raciale absolue? Qui pouvait jeter la première pierre? Des généalogistes amateurs ont commencé à fouiller dans les archives familiales avec une intensité obsessionnelle. Des hommes et des femmes passaient des heures dans les bureaux des registres de l'état civil, examinant les vieux certificats de naissance, les registres de mariage, les testaments, cherchant des preuves rassurantes de leur propre blancheur incontestable. Mais plus ils cherchaient, plus ils découvraient des zones d'ombre, des incohérences, des lacunes dans les documents, des rumeurs familiales jamais complètement expliquées. Cette obsession généalogique a eu des effets pervers. Certaines familles ont commencé à rejeter des branches entières de leur arbre familial, coupant tout contact avec des cousins dont l'ascendance semblait douteuse. D'autres ont falsifié des documents, modifiant des registres, détruisant des preuves compromettantes. Des fortunes ont été dépensées pour payer des généalogistes professionnels qui produisaient des arbres familiaux soigneusement édités, omettant toute branche problématique, créant une illusion de pureté raciale qui ne résistait pas à un examen approfondi. Le 27 avril, 4 jours après l'incendie, Thaddeus Caldwell est mort, officiellement d'une crise cardiaque. Il avait 64 ans et était en bonne santé apparente. Mais ceux qui l'ont vu dans ces derniers jours ont rapporté qu'il semblait brisé, vieilli de 10 ans en quelques jours. Il a été enterré avec tous les honneurs dus à un homme de sa position. Mais contrairement à la tradition, aucun membre du clan n'a assisté à ses funérailles en robe et cagoule. L'organisation était trop occupée à gérer les conséquences de l'incendie, car les conséquences étaient en train de s'étendre de manière inattendue. Plusieurs hommes présents cette nuit-là ont commencé à parler, pas publiquement, mais en privé, à leurs épouses, à leurs proches. L'histoire des documents découverts dans le coffre-fort, des photographies, de la lettre à Caldwell, a commencé à circuler. Et avec elle, une question terrible: combien d'autres familles blanches respectables du comté cachaient des secrets similaires? Combien d'héritiers illégitimes, métis, existaient quelque part, portant peut-être des noms blancs, vivant peut-être parmi eux sans qu'ils le sachent? Cette paranoïa a commencé à ronger la communauté blanche. Des familles ont commencé à fouiller dans leurs archives, à vérifier les généalogies, à poser des questions sur des parents éloignés disparus pendant la guerre ou après. Des disputes ont éclaté. Des mariages ont été remis en question. Des héritages ont été contestés. Le claverne local du clan, qui avait été l'une des organisations les plus puissantes du comté, a commencé à se désintégrer. Les hommes qui avaient participé à l'incendie se méfiaient désormais les uns des autres. Qui avait vraiment emporté des documents cette nuit-là? Qui détenait des informations compromettantes sur qui
qui pourrait un jour révéler l'identité de tous les participants. Les réunions du clan sont devenues tendues, mal fréquentées. Là où 100 hommes se rassemblaient auparavant, on en voyait maintenant 30, puis 20, puis 10. La confiance mutuelle, essentielle au fonctionnement d'une organisation secrète, avait été brisée. Chaque membre se demandait si ses voisins encagoulés le trahiraient un jour, révéleraient son identité, l'exposeraient aux conséquences légales ou sociales de ses actes. Cette paranoïa s'est amplifiée lorsque des rumeurs ont circulé selon lesquelles le gouverneur de l'Alabama, sous pression de groupes progressistes du Nord, envisageait d'ouvrir une enquête sur l'incendie. Rien de concret ne s'est matérialisé. Le pouvoir du clan dans l'État restait trop important pour être défié ouvertement. Mais la simple possibilité d'une enquête a suffi à terroriser les participants. Certains ont brûlé leurs robes blanches, détruit leurs insignes, renié publiquement leur affiliation au clan. D'autres ont déménagé hors du comté, parfois hors de l'État, cherchant à échapper à un passé qui menaçait de les rattraper. La communauté noire du comté de Bibb a vécu ces événements avec un mélange de terreur, de tristesse et d'une étrange satisfaction. La terreur venait de la violence même de l'incendie, du message brutal qu'il envoyait. Si le clan pouvait détruire une propriété aussi importante, avec une telle impunité, alors aucun noir n'était en sécurité, quelle que soit sa réussite ou sa prudence. La tristesse venait de la perte d'un modèle. Gabriel Fortier, même caché sous une fausse identité, représentait une possibilité. La preuve qu'un homme noir intelligent et travailleur pouvait réussir malgré tous les obstacles. Sa disparition, qu'il soit mort ou qu'il ait fui, fermait cette fenêtre d'espoir. Mais il y avait aussi une satisfaction secrète, jamais exprimée ouvertement, mais bien réelle. Les Blancs qui avaient brûlé la ferme avaient découvert une vérité qui les hantait maintenant. Ils avaient appris que les lignes qu'ils traçaient si soigneusement étaient illusoires, que leur prétendue pureté raciale était un mythe, que le sang noir coulait dans les veines de certaines de leurs familles les plus respectées. Cette connaissance ne libérait pas les Noirs de l'oppression, mais elle fissura légèrement l'assurance morale absolue avec laquelle les Blancs justifiaient cette oppression. Dans les églises noires du comté, les pasteurs ont prêché sur l'histoire de Gabriel Fortier, transformant sa disparition en parabole. Ils ont comparé son sort à celui de Moïse, qui avait grandi dans le palais de Pharaon, mais était resté fidèle à son peuple. Ils ont parlé du prix de l'identité, du fardeau de porter deux mondes en soi. Ils ont rappelé que Dieu connaissait la vérité de chaque cœur, indépendamment de la couleur de la peau ou de la généalogie. Les 47 ouvriers qui travaillaient à la ferme Hutchinson se sont retrouvés sans emploi du jour au lendemain. Certains ont trouvé du travail dans d'autres exploitations, mais à des salaires inférieurs et dans de pires conditions. D'autres ont quitté le comté, rejoignant la grande migration des Noirs du sud rural vers les villes du Nord. Ils sont partis vers Chicago, Détroit, New York, cherchant non pas la prospérité, mais simplement la possibilité de vivre sans terreur constante. Parmi ces migrants se trouvait une jeune femme nommée Sarah, qui avait travaillé comme cuisinière dans la maison principale de la ferme. Elle avait 23 ans lors de l'incendie. Des décennies plus tard, dans les années 60, alors qu'elle était devenue une grand-mère vivant à Chicago, elle a donné une interview à un historien local intéressé par les récits de la Grande Migration. Dans cette interview, enregistrée sur un magnétophone maintenant conservé aux archives de l'Illinois, elle a raconté son expérience à la ferme Hutchinson. Elle a décrit Gabriel Fortier, qu'elle appelait Monsieur Nathaniel, comme un homme gentil, cultivé, qui parlait plusieurs langues et possédait une bibliothèque immense. Elle a raconté qu'il lui avait appris à lire, ce qui était extraordinaire pour une jeune femme noire de cette époque, qu'il lui avait donné des livres, encouragé son éducation, parlé avec elle de poésie et de philosophie comme si son opinion avait de la valeur. Elle a dit qu'il était différent de tous les Blancs qu'elle avait jamais connus, plus respectueux, plus curieux, plus humain dans sa manière de se comporter avec les Noirs qui travaillaient pour lui.
mais elle a aussi révélé quelque chose que les documents historiques ne mentionnent jamais. Elle a dit qu'elle savait que M. Nathaniel n'était pas blanc, qu'elle l'avait toujours su, que tous les ouvriers noirs de la ferme le savaient. Ils pouvaient le voir dans ses yeux, dans sa manière de bouger, dans les petits détails que seuls ceux qui avaient vécu sous l'oppression raciale pouvaient reconnaître. Il y avait une douleur en lui, une conscience de ce que signifiait être considéré comme inférieur, qui ne pouvait venir que de l'expérience personnelle. Les ouvriers ne parlaient jamais de cette connaissance, même entre eux. C'était un secret partagé mais jamais verbalisé. Ils le protégeaient parce qu'il les protégeait. Tant qu'il pouvait maintenir sa fiction d'homme blanc, il pouvait avoir des emplois décents, des salaires équitables, un traitement humain. Sa sécurité était leur sécurité. Sa chute serait leur chute. Ce qui s'est effectivement produit. Sarah a également raconté qu'une semaine avant l'incendie, M. Nathaniel était venu à la ferme de manière inattendue. Elle l'avait entendu parler avec M. Rigby dans le bureau. Ils discutaient avec intensité, parfois avec colère. À un moment, elle a entendu M. Nathaniel dire « Cette terre appartient à mon père, c'est tout ce que j'ai de lui. Je ne partirai pas. Je préfère mourir ici que vivre en fuyant toute ma vie. » Cette révélation suggère que Gabriel Fortier savait que le danger approchait, qu'il avait eu l'opportunité de fuir, de vendre la propriété, de disparaître une fois de plus sous une nouvelle identité. Mais il avait choisi de rester. Que ce choix ait été guidé par l'orgueil, par le désespoir, par un sens de la justice, ou simplement par l'épuisement de toujours se cacher, nous ne le saurons jamais. L'interview de Sarah a fourni la dernière description connue de Gabriel Fortier. Mais elle n'a pas résolu le mystère de son sort final. A-t-il péri dans l'incendie? Les flammes étaient si intenses que des corps auraient pu être complètement consumés, ne laissant aucune trace identifiable. A-t-il réussi à s'échapper avant l'arrivée du clan, averti peut-être par Vernon Rigby ou par ses propres informateurs? S'est-il enfui dans une autre région, reprenant une nouvelle identité pour la 3e ou 4e fois de sa vie? Des témoignages non confirmés ont circulé pendant des années. Un homme ressemblant à Fortier aurait été vu à Memphis en 1930, un autre à Kansas City en 1935, un troisième en Californie dans les années 40, mais aucune de ces observations n'a jamais été vérifiée. C'est comme si Gabriel Fortier avait simplement cessé d'exister après le 23 avril 1927. Cette disparition même est devenue partie intégrante de sa légende. Pour certains dans la communauté noire, Gabriel Fortier est devenu une figure mythique. Un homme qui avait défié le système racial avec intelligence et courage, qui avait réussi à vivre libre pendant 15 ans dans le cœur même du territoire ennemi, qui avait refusé de courber l'échine même face à la mort. Son sort inconnu permettait à chacun d'imaginer la fin qu'il préférait, la mort héroïque du martyr, ou la fuite réussie du trickster qui avait une fois de plus échappé à ses persécuteurs. Josiah Pemberton, le principal instigateur de l'incendie, a subi les conséquences les plus immédiates. Sa propre ferme a mystérieusement brûlé 2 mois plus tard. Cette fois, aucune enquête n'a suggéré qu'il s'agissait d'un accident. Pemberton et sa famille ont quitté l'Alabama peu après, s'installant au Texas. On n'a plus jamais entendu parler d'eux. Vernon Rigby et sa famille ne sont jamais revenus dans le comté. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles ils s'étaient installés en Géorgie sous un autre nom, mais aucune confirmation n'a jamais été obtenue. Quant à Gabriel Fortier, son sort reste l'un des mystères les plus troublants de cette histoire. Aucun corps n'a jamais été retrouvé sur les ruines de la ferme. Les registres de décès du comté ne mentionnent pas son nom. Aucune réclamation d'assurance n'a été déposée pour la propriété détruite. Il a simplement disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Certains ont affirmé l'avoir vu des années plus tard, vivant sous un nouveau nom dans d'autres États. D'autres ont suggéré qu'il était mort cette nuit-là, son corps consumé par les flammes si complètement qu'aucune trace n'en restait. D'autres encore ont murmuré qu'il n'avait jamais vraiment existé.
Que toute cette histoire de Gabriel Fortier et de Nathaniel Hutchinson n'était qu'une fabrication, une légende urbaine montée de toutes pièces. La propriété brûlée est restée abandonnée pendant des décennies. Personne n'a voulu l'acheter. Les ruines noircies de la grande maison, des granges, des écuries sont devenues un site évité, un rappel silencieux d'une nuit terrible. Les gens du comté ont pris l'habitude de faire un détour pour ne pas passer devant. Les enfants racontèrent des histoires de fantômes, de voix entendues dans les ruines, de lumières mystérieuses la nuit. Mais ces histoires étaient des inventions. Le véritable fantôme qui hantait ce lieu n'avait rien de surnaturel. C'était le fantôme de la culpabilité, du secret, de la honte. En 1952, soit 25 ans après l'incendie, la propriété a finalement été vendue aux enchères pour impôts impayés. Un développeur de Birmingham l'a achetée pour une somme dérisoire. Les ruines ont été démolies, le terrain nivelé. Aujourd'hui, là où se dressait autrefois la ferme Hutchinson, il y a un lotissement de maisons modestes. Les résidents actuels ne savent probablement rien de l'histoire de ce lieu. Les archives judiciaires concernant l'incendie de 1927 ont été scellées en 1930, officiellement pour protéger les témoins et les personnes impliquées. Elles devaient être ouvertes au public en 1985, soit 55 ans plus tard. Mais lorsque ce délai est arrivé, les historiens découvrant que de nombreux documents avaient mystérieusement disparu des archives du comté. Ce qui reste est fragmentaire, contradictoire, suffisant pour confirmer qu'un incendie majeur a eu lieu, suffisant pour suggérer qu'il y avait des circonstances inhabituelles, mais insuffisant pour révéler toute la vérité. Une seule photographie a survécu à cette nuit. Elle est conservée aux archives de l'État de l'Alabama, dans une boîte non cataloguée, découverte par hasard en 1998 lors d'un réaménagement. Elle montre un jeune homme, peut-être 25 ans, au teint clair, aux yeux intelligents, vêtu d'un costume élégant. Au dos, une inscription à l'encre délavée, Gabriel Fortier, La Nouvelle-Orléans, 1888. Aucune autre information. Aucun contexte. Juste un visage, regardant l'objectif avec une expression indéchiffrable. De la détermination, de la tristesse, de la résignation. On ne saura jamais ce qu'il pensait lorsque cette photographie a été prise. On ne saura jamais ce qu'il a ressenti en achetant cette ferme en Alabama, en s'installant sur la terre de ses ancêtres, tout en sachant qu'il devait cacher qui il était vraiment. On ne saura jamais s'il a survécu à cette nuit du 23 avril, ou s'il a péri dans les flammes, victime de la haine et de l'ignorance. Ce que nous savons, c'est que 400 hommes sont venus détruire ce qu'ils considéraient comme une imposture. Et qu'en le faisant, ils ont découvert une vérité qu'ils n'étaient pas prêts à affronter, que les lignes qu'ils traçaient si soigneusement entre eux et les autres, entre le blanc et le noir, entre l'acceptable et l'inacceptable, étaient bien plus floues qu'ils ne voulaient l'admettre. L'histoire de la ferme Hutchinson, ou de la ferme Fortier, comme certains l'appellent maintenant, reste l'un des épisodes les plus troublants de l'histoire du comté de Bibb. Elle a été largement oubliée, enterrée sous des décennies de silence et de honte. Mais les descendants de ceux qui étaient de présents cette nuit-là portent encore le poids de ce secret. Certains l'ont transmis à leurs enfants comme un avertissement. D'autres l'ont emporté dans la tombe, refusant d'en parler même à leurs proches. En 2010, un historien local a tenté de reconstituer l'histoire complète. Il a interviewé des descendants, fouillé dans les archives disponibles, cherché des témoignages. Mais il s'est heurté à un mur de silence. Personne ne voulait parler. Certains ont nié que l'événement ait jamais eu lieu. D'autres ont refusé catégoriquement de répondre à ces questions. Son projet de livre n'a jamais abouti. Alors, que pensez-vous vraiment de cette histoire? Croyez-vous que tout a été révélé? Ou pensez-vous qu'il reste encore des secrets enfouis dans les cendres de cette ferme? Gabriel Fortier a-t-il survécu ou a-t-il péri cette nuit-là? Et combien d'autres histoires similaires restent cachées dans les archives scellées du Sud profond? Si cette histoire vous a bouleversé, si elle vous a fait réfléchir,
Laissez un commentaire ci-dessous. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires historiques troublantes. Et surtout, partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, s'intéressent aux mystères sombres du passé. Car parfois, les histoires les plus effrayantes ne sont pas celles qui parlent de fantômes ou de malédictions. Ce sont celles qui parlent de ce que les hommes sont capables de faire, au nom de la peur, de la haine, ou simplement de l'ignorance. Ce sont les histoires qui auraient pu être vraies, ou qui peut-être l'ont été réellement.